Yo, et ben on se retrouve pour ce dernier top de l'année. On va enfin parler un petit peu de littérature et d'écriture, hein, non, parce que t'es mignon Pierre avec tes histoires de top ciné, film, on n'a pas besoin de toi, hein, on a Netflix, hein, voilà. Moi j'ai pas envie de vous faire le top flop de l'année 2020, j'ai plus, voilà, je vais partir du livre que j'ai le moins aimé, et on va remonter progressivement à mon coup de cœur final de lecture. En sachant que cette année, j'ai pas lu autant que j'aurais aimé pour plusieurs raisons. Pour préciser, c'est vraiment les livres, les romans de fiction ou pas, mais voilà, je mets de côté tout ce qui est bande dessinée, manga, roman graphique, parce que cette année j'en ai pas mal lu, ce qui fait que voilà, j'ai essayé de trouver un équilibre entre roman et bande dessinée, manga, etc. On va commencer le top 1 par le bas, et donc le premier livre, je reprécise un truc, après j'arrête avec mes parenthèses pourries. Je lis beaucoup de romans policiers, donc ça va être un top assez soit roman policier avec une grosse majorité policier thriller, un peu de science-fiction fantastique et un petit peu de livres qui parlent de narration, d'apprendre à écrire et tout. La grosse partie c'est policier thriller, donc vous allez retrouver beaucoup de policier thriller. Désolé pour ceux qui lisent pas du policier thriller. Voilà, donc Patricia McDonald, c'est une auteure très très culte, genre thriller policier. J'en avais jamais lu, donc je l'ai emprunté à ma mère. J'ai mis à peu près 18 000 années à le lire. J'ai fini par le lire, j'ai pas trop aimé, c'est con. J'ai eu du mal à rentrer en empathie avec les personnages, et j'ai eu du mal avec les révélations et les retournements. Après, il a été écrit en 80, donc c'était il y a 39 ans, donc peut-être que voilà, les codes du genre étaient pas les mêmes, et qui fait que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. J'essaierai de relire du Patricia McDonald, mais avec des romans beaucoup plus récents, pour voir si c'est juste son style que j'aime pas, ou si c'est juste que voilà, les genres évoluent, et que c'est juste qu'il est un peu trop vieux, et qu'il est un peu trop usé en termes de code narratif. On va monter un petit peu. Tiens, du coréen, c'est marrant ça. C'est un cadeau qu'on m'a offert. J'ai essayé de lire du thriller coréen, qui était présenté comme le Stephen King coréen. C'était chiant. On va remonter un petit peu. Les Oubliés de Dieu, qui est un roman de Ludovic l'Ancien, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le début, en fait. Ça parle beaucoup de tératologie. En gros, c'est l'étude des monstres, pour être péjoratif, mais en gros c'est l'étude des anomalies génétiques, la maladie d'Elephant Man, ou voilà, c'est des gens qui par leur maladie, par leur anomalie génétique, présentent des modifications corporelles qui peuvent faire peur. Et donc du coup voilà, c'est un policier, hein, c'est une enquête sur un médecin qui est retrouvé mort de manière assez tragique. Bon, après, est-ce que la mort peut être autre chose que tragique? C'est un autre sujet que nous aborderons dans ce bac philosophie. Je raconte n'importe quoi. Non, mais voilà, il retrouve un médecin qui semblait s'intéresser beaucoup à la tératologie. C'est quand même un petit peu bizarre de retrouver des cœurs humains dans du formol dans un bureau de médecin. Et le début est vraiment très bien, et j'ai eu du mal avec la fin, qui fait que je lui ai mis qu'une note de 6, hein, mais ça reste un très bon roman, très efficace. On remonte encore un petit peu. Là, on se retrouve aussi avec un livre. C'est Le Dernier Message de Nicolas Beuglet. Nicolas Beuglet, qui est un auteur de thriller policier français, qui a sorti un chef-d'œuvre qui s'appelle Le Cri, qui était son premier roman, je crois, qui est un... ça me donne envie de danser, qui est un roman incroyable. Et petit à petit, j'ai senti quand même que il sort un roman tous les ans, et peut-être que ça ferait du bien à son écriture, ou en tout cas à ses scénarios, de prendre un peu plus le temps. Peut-être le mec est en mode directeur éditorial, je donne des conseils alors que je suis personne. Voilà, après Le Cri, il y a eu Complot, c'était la suite, un peu moins bien, et puis après il y a eu L'île au diable, qui était carrément moins bien. Là, avec Le Dernier Message, j'y reviens avec une nouvelle héroïne, donc j'ai ressenti à nouveau toute la puissance et toute l'intrigue ficelée, ça veut rien dire, mais en tout cas le début du Dernier Message est très bien, et après ça part dans un délire limite science-fiction, moi qui m'a laissé sur le carreau. J'ai mis 6 sur 10 parce que très bon roman, la moitié 3/4 on va dire.
La fin, c'est juste moi ça m'a pas touché. On continue. Maxime Chatham, Le Signal, pareil. J'aime beaucoup Maxime Chatham. Là pour le coup, il part dans un délire très Stephen King, à la limite du plagiat. Hein. On est sur oui, une petite ville un peu isolée des États-Unis, oui, un groupe de jeunes adolescents, oui, des phénomènes paranormaux, oui, les adolescents enquêtent alors que les parents, qu'est-ce qu'ils foutent ? Bref, c'est hommage qui flirte parfois avec la copie moins bien faite, hein, forcément, mais ça reste quand même très efficace. C'est juste, je m'attendais pas du tout à ça, en fait, à du fantastique, hein, parce que c'est ce que c'est. Et la fin, ouais, part vraiment en mode fantastique de ouf. C'est très efficace, donc c'est pour ça que j'ai mis 6 sur 10. J'ai passé un bon moment. C'est juste que, ouais, c'est quand même pas très très original, quoi. Ah bah tiens, L'île au diable. Nicolas Begley, c'est pour moi, c'est un chef-d'œuvre, Le Cri. Et c'est des livres après qui arrivent pas à retrouver la superbe du premier roman. Donc ça reste mon avis. Donc surtout que là que je vois le dernier message, il a quand même 8 sur 10 de moyenne. Donc c'est peut-être moi qui n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. L'île au diable, pour le coup, je suis en train de me dire que les deux qui ont 6, j'ai quand même préféré le dernier message. Je vais peut-être changer. Hop. Ouais, mais en même temps, il était bien. Je vais laisser. Mais L'île au diable, le dernier message est mieux, je trouve. Mais L'île au diable, c'est pareil. C'est un début super prenant. C'est juste qu'à un moment, ça part un peu dans la science-fiction, limite un peu à la Black Mirror. Et c'est juste que ça m'a pas parlé. Donc là, on va rentrer dans les très très bons romans. On va rentrer dans les notes 7, 8, 9. Là, on commence à rentrer vraiment dans les très très bons livres. Là, c'est Grand Froid de Cyril Carrère que j'ai relu. Je l'avais lu à sa sortie en 2019-2018, je crois. Là, je l'ai relu dans le cadre d'une interview, ou plutôt d'un échange que j'ai eu avec Cyril Carrère. Donc attention, ça apparaît quelque part. Hop, voilà, interview de Cyril Carrère, incroyable. Cyril, je te fais des bisous. Grand Froid, je lui aurais mis 8 en prenant en considération son nouveau roman qui s'appelle Le 4e Rassemblement. Foncez, c'est incroyable. Voilà, je mets 7, ça reste très 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 bien. Juste le tout petit bémol, c'est que j'ai adoré le scénario de ouf, rebondissement de ouf, mais un peu de mal à rentrer en empathie avec les personnages parce que c'est une course-poursuite, ou plutôt c'est une fuite, et en fait ça va très vite, c'est très dynamique, c'est très cinématographique, mais juste petit bémol sur l'attachement que j'ai eu au personnage, mais voilà, là on rentre dans les très très gros romans, donc foncez, allez lire. Grand Froid, très très grand roman. Pareil, gros coup de cœur, conseillé par un pote, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, hyper original, parce qu'en fait c'est tout un scénario où c'est plusieurs personnages qui vivent la même journée en boucle, et en fait on va suivre un personnage qui passe d'un corps à un autre pour essayer de trouver qui a tué Evelyn Hardcastle. C'est très anglais, c'est très original. Juste à un moment, j'ai mis que 7 entre guillemets, même si j'ai trop kiffé, mais à un moment on se perd quand même pas mal dans tous ces personnages qui, en fait, c'est un même personnage mais qui se balade dans le corps d'autres personnages. Au bout d'un moment, c'est un peu, c'est très alambiqué, très complexe, et du coup, ça fait sortir un peu du roman de temps en temps, mais hyper bien, hyper original. Donc voilà, j'ai mis 7 sur 10. Le Manufacturier de Matthias Kopping. C'est compliqué de parler de ce roman parce qu'il est ultra gore. Si un jour il est adapté au cinéma, c'est un truc à être interdit à moins de 18 ans. C'est hyper cru, faut aimer ce type, c'est du roman policier, hein, mais c'est une traque d'un tueur en série abominable. On rend compte très vite que les policiers qui le traquent sont tout aussi abominables que lui. Donc c'est clairement un public averti. Et il y a des scènes... Voilà, hein, après quand tu te couches pendant quelques semaines, tu te rappelles du Manufacturier. Hein. Moi j'ai mis 7 parce que j'ai vraiment kiffé. Un peu téléphoné en termes de rebondissement, mais ça reste quand même hyper intéressant, et ça aborde quand même un pan de l'histoire que moi je connaissais pas forcément. Bon, il l'aborde pas, hein,
met une claque dans la gueule pour t'en parler, hein, mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Si on est un peu sensible, franchement, lisez pas ça, parce que c'est peut-être la chose. Non, c'est peut-être le livre le plus gore que j'ai lu jusque-là. La Vallée, on reste dans cette ambiance de 7 sur 10, c'est un très bon livre. La Vallée de Bernard Minet, c'est hyper efficace. Dénouement un petit peu, peut-être c'est parce que j'ai pas lu les autres romans de la série, toute une série comme ça de Bernard Minet avec le même policier. Donc là, ça parlait d'anciens romans, donc c'est peut-être pour ça que j'ai été un peu écarté à un moment donné. Hyper cool. Là, on rentre dans une partie où voilà, je lis aussi beaucoup de livres sur le scénario, sur l'écriture, pour essayer d'apprendre toujours des nouvelles techniques, des nouveaux schémas de narration. Et donc là, du coup, c'est un livre qui s'appelle Save the Cat de Blake Snyder. C'est Blake Snyder qui est un scénariste américain donc, et qui explique voilà, sa méthode de travail pour écrire des scénarios. Plus de scénarios de films, hein, mais moi ça m'aide beaucoup aussi pour écrire soit des projets de séries que je peux avoir, soit des projets de films, soit ça m'aide aussi parfois à structurer mes romans. Je sais que je l'ai utilisé un petit peu pour mon deuxième roman pour certaines parties un peu plus faibles, donc très très bon. Et du coup j'en profite, hop, pour la petite parenthèse, apprendre l'écriture. J'ai lu aussi L'art des séries télé de Vincent Colonna, qui là pour le coup aborde plus le sujet de comment écrire des séries, ou plutôt en tout cas analyse les séries télé et comment elles sont construites. Donc hyper intéressant. J'ai très envie de boire ce thé glacé maintenant. J'adore le thé. Dans 20-30 ans, bon, il y en aura. Super bien, peut-être un petit peu long par moment. C'est un tome 1, donc 2021, je lirai je lirai le tome 2 et je vous en parlerai dans un an. Là, on va commencer à rentrer. Moi-même, là, je sais pas dans quel numéro on est. Je pense qu'on commence à être dans le top 5, là. Les refuges de Jérôme Loubry. J'ai terminé, là, il y a peut-être une semaine, donc très content de me prendre une tarte dans la gueule, même à la fin de l'année. J'ai pas mis la note ultime, ça aurait pu, c'est passé à ça, d'être la note ultime, c'est juste que, en fait, il y a des retournements de ouf. C'est hyper bien fait, c'est hyper intéressant, c'est hyper original, en sachant que c'est compliqué dans des romans policiers de faire des retournements de situation originaux qui sont crédibles. Là, pour le coup, c'est hyper réussi. Il y en a un ultime à la fin où j'ai trouvé que c'était vraiment un peu too much, même si ça reste très intéressant. Voilà, c'est pour ça qu'il a pas eu 9 ou 10, mais bon, on va pas se mentir. Dans 10 ans, je sais que quand on me demandera conseil sur un policier, sûrement qu'il apparaîtra dans ma liste. On continue avec Des fleurs pour Algernon. Là, je sais qu'on est dans le top 3, là, je pense. Des fleurs pour Algernon, qui est sorti en 66. On sort complètement du policier pour rentrer en plein dans la science-fiction. Je l'ai vu beaucoup passer dans le top des livres à lire dans sa vie, dans le top des livres les plus émouvants que vous pourrez lire. Enfin, c'est un roman qui date, 66, ça va bientôt faire... ça fait beaucoup. En fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est déficient mentalement, qui est très en retard, mais qui a très envie d'être intelligent. Et donc, il prend des cours pour essayer d'écrire. Et sa prof, un jour, lui propose, je connais des gens dans une université qui ont des expériences pour augmenter le QI intellectuel des gens. Je vois que tu as très envie d'être plus intelligent, donc est-ce que ça te tente d'être cobaye? Et donc, le personnage va accepter. L'opération va être une réussite. Il va de plus en plus être intelligent, et à mesure qu'il devient intelligent, en fait, il va prendre conscience de ce qui l'entourait avant et des choses qu'il réalisait pas forcément, que peut-être il était la cible de moquerie, mais il s'en rendait pas compte. Et plus il va devenir intelligent, plus il va détruire ses relations. Et c'est un livre, ça raconte tellement de choses sur l'être humain, et surtout la fin. Mais la fin, en fait, il faut lire Des fleurs pour Algernon juste pour la fin. Rien que pour la fin, c'est un mode... Tiens, c'est un cadeau pour ta vie future, pendant les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, les 60 ans à venir. C'est tellement puissant, c'est tellement émouvant, la fin, mais pas que la fin, juste ce que ça raconte sur les gens, les minorités, sur
sur le monde qui nous entoure, sur le diktat de l'intelligence à tout prix. Et donc ça ne vole pas son titre de chef-d'œuvre, c'est un gros chef-d'œuvre. J'ai juste pas mis 10 parce que voilà, il y a quand même des moments où on se fait un peu chier. On va être honnête. Je pense que c'est juste un style narratif qui fait que voilà, c'est sorti dans les années 60. Ça reste assez contemplatif par moments. Aujourd'hui, quelqu'un qui le lit en 2020, il y a des moments où juste en termes de rythme, c'est plus du tout le même type de narration. Donc il y a des moments où on se fait chier. C'est rien du tout comparé au monument que c'est, et je suis très content de l'avoir lu. C'est pas très long, c'est 200-300 pages, et c'est le genre de livre qui accompagne une vie. Je dis des phrases belles, des fois, ça peut m'arriver. On continue. Top 2. Le chant de l'assassin de R.J. Ellory. C'est un auteur... En gros, j'ai lu un seul livre de cet auteur qui s'appelle Seul le silence. Le problème avec ce livre, c'est que quand je l'ai fini, il est arrivé comme ça avec sa petite valise. Il a fait « Salut, je m'installe dans le top 3 des livres que tu préféreras dans toute ta vie. » C'est un roman policier, Seul le silence. Mais c'est un roman policier qui n'est pas qu'un roman policier. C'est un roman de vie. C'est un roman incroyable. J'ai pas lu d'autres livres de lui, et en 2019, il a sorti un nouveau roman, Le chant de l'assassin, et les critiques que je voyais passer disaient « Ah là là, il revient à ses premiers amours, c'est une sorte de nouveau Seul le silence, il a renoué avec son chef-d'œuvre Seul le silence. » Alors moi, tu me dis ça, moi j'achète, je lis. Et voilà, c'est un chef-d'œuvre, un cran, légèrement, mais vraiment, mais c'est 1 millimètre. J'arrête de faire cette tête tout de suite. C'est 1 millimètre en dessous de Seul le silence. C'est pas un roman policier, c'est plus un thriller drame, mais c'est très bien. C'est un chef-d'œuvre, tout simplement. On arrive à mon top 1 des lectures de l'année. Avant ça, j'ai envie de vous parler de mon top 1 de l'année précédente. J'avais envie de lire un bon roman fantastique, mais j'avais pas envie d'un truc, oui, les elfes du royaume de Blégor, et il y a le chevalier Gorblux qui part détruire le dragon Sgorbigork. Ouais, le livre est pas ouf, le livre du dragon Sgorbigork, on va pas se leurrer, c'est pas incroyable. Mais voilà, j'avais envie d'un truc un peu original et tout. Il y avait un roman qui revenait tout le temps, c'était La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Et moi, mec qui a pas de culture, mais c'est qui Alain Damasio ? C'est un Français. Et en fait, c'est un Français qui, mondialement, est reconnu pour être peut-être le meilleur auteur de fantasy, de fantastique, de science-fiction, de ce que tu veux, actuel, en toute sérénité, tranquillou, quoi. Donc j'ai lu La Horde du Contrevent. J'ai dévoré La Horde du Contrevent. J'ai pris ma claque de La Horde du Contrevent. Encore aujourd'hui, je pense à La Horde du Contrevent. Pourquoi je te raconte ça ? Parce que Alain Damasio, cette année, a sorti un nouveau roman. Après, je sais plus, après 10 ans, après 11 ans peut-être, sans avoir écrit un vrai nouveau roman. Donc la hype était assez importante. Alors, j'ai lu Les Furtifs de Alain Damasio, et c'est mon top 1 de l'année. Alors, est-ce que ce mec va être top 1 tous les ans ? Parce que du coup, la première fois, La Horde du Contrevent, bon, je prends ma gifle. Je me dis, bon, peut-être c'est un hasard. Bon, je lis Les Furtifs. Un dac, deuxième joue. Là, je commence vraiment à me dire que, ok, je vais lire tous les romans d'Alain Damasio. Donc ça se trouve, en 2021, vous allez retrouver La Zone du Dehors, peut-être qu'est son premier roman, qui a l'air incroyable. Revenons aux Furtifs, un peu moins... en gros, La Horde du Contrevent, je l'avais noté 9 ou 10, je crois. Les Furtifs, c'est comme Le Chant de l'assassin, c'est 1 millimètre, un micromètre, un atome. Qu'est-ce qu'il y a plus petit qu'un atome ? Un atome. C'est un atome en dessous de La Horde du Contrevent. J'ai eu un peu plus de mal, peut-être à certains chapitres, mais on reste sur une écriture. En fait, c'est avec ces auteurs, ce type d'auteur-là, que si un jour j'ai Jean-Michel Connard qui est devant moi et qui me dit oui, mais la fantastique, tous ces trucs là, c'est de la sous-culture, c'est pas des vrais écrivains. Ben je lui ferai tiens, prends La Horde du Contrevent, tiens, prends Les Furtifs. Et puis je pense qu'il va revenir en disant t'as raison, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est incroyable. C'est ouf.
on retrouve l'inventivité avec laquelle Alain Damasio il joue avec les mots. Pour le coup, je pense que La Horde du Contrevent est moins opaque. Les Furtifs, c'est un petit peu plus... j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans. Ça parle beaucoup des nouvelles technologies et tout. La Horde du Contrevent, je pense, c'est peut-être un peu plus facile, un peu plus... on rentre plus facilement dedans, donc les Furtifs, j'ai eu un peu plus de mal, mais une fois que t'es dedans, mais l'émotion, la fin, elle est incroyable. Enfin, ce que ça parle beaucoup de nous, de notre société d'aujourd'hui. Ça met en exergue pas mal de problématiques actuelles et futures. C'est ouf, c'est oufissime. Et c'est très rigolo que, au final, je lis à peu près 90% de policiers thrillers. Et c'est rigolo que à chaque fois, tous les ans, là, ça fait 2 ans que je lis que du policier, mais à un moment donné, je m'égare dans du Alain Damasio. Encore une fois, je ne m'égare pas dans Alain Damasio, je m'égare dans son œuvre. Et il défonce tout, quoi. Il défonce tout. Et là, je suis à 2 doigts de foutre 9-10, je me retiens, mais parce que j'y repense. Parce que c'est des romans qui restent. Il y a pas mal de romans comme ça, là. Bon, il y a des romans qui restent pas du tout parce qu'on n'a pas aimé. Il y a des romans qui restent pour quelques heures, quelques jours. Mais je sais que Les Furtifs, je sais que Le Chant de l'Assassin, je sais que Des Fleurs pour Algernon, je sais que je vais y repenser souvent. Je sais que pour Les Furtifs, ça m'a... Les Furtifs, Des Fleurs pour Algernon, Le Chant de l'Assassin, c'est des trucs qui humainement te questionnent et humainement te font grandir à un moment. Alors je dis pas que voilà, ça a changé ta life et tout, mais ça parle tellement de l'humain, c'est tellement bien écrit, c'est tellement, ça amène tellement des questions profondes que t'es obligé de réfléchir à ce que ça raconte, t'es obligé de te remettre en question, ou alors c'est que t'as un cerveau à la place, c'est une petite cacahuète. Forcément, ça va t'améliorer, ça va te faire de toi un humain meilleur. Voilà, tout simplement. Et je terminerai, j'ai oublié une petite lecture, qui n'est pas une petite lecture, mais c'est juste une petite ligne, là. C'est un roman de mon ami Thomas Palpan, que j'ai lu, qui s'appelle C'est à vous de tuer, qui est sorti cette année. Pourquoi est-ce qu'il est noté ici ? Parce qu'il n'est pas encore répertorié dans Sens Critique. Sens Critique, il faut répertorier Thomas Palpan. Donc j'ai pas pu l'ajouter, et je ne sais pas comment on fait pour ajouter manuellement un nouveau roman. Donc je termine sur cette lecture qui était... je pense qu'elle serait tombée ici. J'aurais mis 7. Donc voilà, Thomas Palpan, allez découvrir, bien sûr, on fait de la pub pour les poteaux. Bien sûr, allez lire tous ces livres. Je pense que vraiment ça peut vous plaire, surtout vraiment il y en a 3-4 où je suis sûr que c'est obligé que ça vous plaise, c'est ceux-là, parce qu'on est sur du chef-d'œuvre. Mais voilà, C'est à vous de tuer, on est sur du policier, hommage à Agatha Christie, mais pas que, ça renouvelle avec des personnages super attachants, avec une intrigue vraiment surprenante. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion et la possibilité de l'ajouter, mais voilà, j'ai lu C'est à vous de tuer de Thomas Palpan. Allez-y, c'est de la bonne. Et c'est ici qu'on va se quitter sur voilà, cette petite série de top que moi j'ai trop kiffé à faire. J'espère que ça vous aura plu. J'espère, parce qu'on va pas se mentir, le but de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir des choses, que soit en termes de films que vous êtes passé à côté, soit en termes de livres que peut-être vous n'auriez pas eu forcément l'idée de les lire. Un petit bilan de cette année 2020-2021, j'espère qu'elle sera mieux, ça va pas être bien compliqué. On oublie parfois avec surtout j'ai l'impression que surtout avec les films, les séries, que il y en a tellement, j'ai l'impression qu'on est des oies qu'on va gaver de plus en plus, mais c'est important de se rappeler que tout ça, toute la culture et l'art, ça apporte beaucoup à nos vies. En tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup dans ma vie. Donc, j'ai parlé des films, et là, les livres, voilà, je suis très heureux d'avoir lu Les Furtifs, par exemple. Je sais que vraiment, ces gens... ça révolutionne pas tout, mais ça a apporté une toute petite pierre à l'édifice de ma vie, une petite pierre qui change les choses, qui change ma vision, qui m'a apporté du bonheur, de l'émotion et tout. Et donc voilà, je voulais partager les chefs-d'œuvre comme les moins bons, parce que moi, ce que je trouve chef-d'œuvre, toi, tu vas peut-être trouver que c'est une bouse, et tes chefs-d'œuvre sont peut-être des bouses pour moi. Mais en tout cas, je trouve que c'est cool de découvrir des nouvelles choses. Plein de surprises pour 2021, et genre pas 2021, genre tu sais, le 2021 nul de novembre-décembre prochain, tu vois, le 2021 loin.
Non, c'est genre, j'ai des surprises pour tu sais, genre dans 2 semaines, genre dans 1 semaine. À tout moment, ça canarde. Normalement, si je poste cette vidéo, vous savez que mon nouveau roman s'appelle L'homme de la cave, qu'il sort fin février. Il y a plein de choses qui arrivent. Là, on parle de livres, c'est le moment de parler du mien. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent avant la sortie et bien sûr après la sortie. Donc, moi, je retourne dans mes fourneaux. Vous, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et moi, je vous dis à l'année prochaine. Ciao!